Quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. Situé dans le nord de la Chine, le Hebei est la seule province chinoise qui possède sur son territoire une combinaison de plateaux, plaines, montagnes, bassins, déserts, collines, lacs et côtes. Commençons par visiter un dragon géant posé sur la mer et allons ensuite observer plusieurs trésors dans le musée de la Grande Muraille. Découvrons l'ambition d'un empereur dans une résidence impériale et enfin, faisons l'expérience d'une chasse excitante dans l'ancien terrain de chasse royal. Parmi les montagnes célèbres de Chine, le mont Yanshan n'est pas exceptionnel en termes de longueur, de hauteur ou de paysage, mais il est pourtant destiné à être hors du commun. Le mont Yanshan s'étend sur la partie nord du Hebei. Il est la frontière entre le plateau et la plaine, ainsi qu'une terre de jonction entre le nord-est et le nord de la Chine. Le mont Yanshan est une barrière naturelle pour protéger le nord du pays, et la Grande Muraille ne fait que l'améliorer. Le site de Laolongtro se situe au bord de la mer Bohai. C'est la tour de garde la plus extraordinaire de la Grande Muraille, car elle est la seule qui plonge dans la mer. L'arrondissement de Shanhaiguan de Qinhuangdao, où se trouve le site Laolongtro, est un nœud important de communication entre le nord-est et le nord de la Chine. À l'époque de la dynastie des Ming, 10 tours de garde ont été construites ici durant 260 ans pour former une chaîne de défense du nord au sud. Laolongtro est le point de départ sud de cette ligne défensive qui mène la Grande Muraille à la mer. L'emplacement de la Grande Muraille met l'accent sur les avantages des barrières naturelles. Cependant, situé au bord de mer, Laolongtro est une exception. Il y a peu de barrières naturelles ici. À plus de 10 km de là, le col de Sandaoguan est un exemple parfait. La Grande Muraille à Sandaoguan serpente majestueusement la vallée. La pente moyenne de la montagne est d'environ 60 degrés, voire près de 90 degrés pour certaines parties, rendant difficile le fait de se tenir droit. Cet endroit est si imprenable que les monts et falaises servent de barrières naturelles. Les ancêtres chinois ont quand même déployé beaucoup d'efforts pour y construire la Grande Muraille. En tant que ligne de défense arrière de Shanhaiguan, dont l'importance était stratégique, le Sandaoguan
devait être absolument sûr. La longueur sans interruption est la garantie de l'utilité défensive de la Grande Muraille. Pourtant, parfois, une fracture de la Grande Muraille peut aussi être un moyen de défense. Il ne s'agit pas d'une île isolée, mais d'une fortification de la Grande Muraille. Le réservoir de Panjiako, situé à l'est du mont Yanshan et dans le cours moyen du fleuve Luanhe, est à l'origine un projet d'adduction d'eau du fleuve Luanhe vers Tianjin. En 1976, le réservoir fut rempli d'eau et la Grande Muraille submergée. L'école autrefois majestueux se sont sacrifiés pour soulager le manque d'eau de Tianjin et ont créé un paysage unique d'une grande muraille immergée. À l'aube, le meilleur endroit pour prendre des photos de la Grande Muraille à Jinshanling est déjà bondé. Le miracle de la Grande Muraille à Jinshanling est digne de sa réputation. Bien que le début de l'édification de la Grande Muraille remonte à plus de 2000 ans, ce n'est que lors du déplacement de la capitale à Beijing sous la dynastie des Ming que la Grande Muraille est réellement devenue un projet stratégique pour le régime féodal. Une partie des plus forts, luxueux et jolis endroits de la Grande Muraille serpente le mont Yanshan. Lorsque l'armée Qing a franchi la tour de garde de Shanhaiguan et pris le pouvoir des plaines centrales, la Grande Muraille a perdu son importance en tant que ligne défensive. Les feux d'alarme autour de la Grande Muraille se sont dissipés. Aujourd'hui, la fumée de cuisine s'est élevée au pied de la Grande Muraille. Les migrants sont arrivés les uns après les autres et cet ancien champ de bataille est devenu leur foyer. À l'approche du Nouvel An chinois, les artistes de Lunhua du village de Changhai-Gomen accueillent leur haute saison. Le Lunhua est un art originaire du Shandong. Les défricheurs l'ont apporté dans la région du mont Yanshan. Il y a 300 ans, dans le tourbillon vigoureux des migrants du Shandong, ceux qui étaient éloignés de leur pays natal priaient ensemble pour un climat favorable aux bonnes récoltes. Peu à peu, la terre étrangère est devenue leur foyer. À part les défricheurs, Changde a aussi attiré un empereur. Ici, l'empereur Kangxi de la dynastie des Qing a envisagé d'organiser une chasse automnale royale d'envergure au paddock de Mulan. Mulan est un mot mandchou qui signifie chasse aux cerfs, et le mot chinois xian fait référence à la chasse d'automne. La chasse automnale de Mulan était un événement royal de la dynastie des Qing. Elle a eu lieu pendant plus de 140 ans. Chaque fois, 10 000 personnes y participaient. Il est compréhensible qu'une chasse royale soit grandiose. Mais évidemment, cette grandeur n'était pas seulement liée au loisir. C'était l'occasion pour l'armée de s'entraîner au combat, de renforcer la confiance des soldats et d'intimider les ennemis. On réalisait en un événement de nombreux objectifs.
Les chasses d'automne de la cour impériale des Qing duraient souvent plus de 20 jours. Et les tentes temporaires n'étaient pas aussi confortables que les palais. La plupart des gens ne connaissent que cette résidence d'été, mais il y a en fait près de 20 palais royaux de la dynastie des Qing à Changde. Les autres étant réservés au repos temporaire, seule la résidence de montagne accueillait les longs séjours. Malgré sa nature de palais royal, elle porte le nom de résidence, révélant l'idée d'être proche du peuple. Cependant, le nom est le seul élément proche du peuple. À l'intérieur, les palais, villas, collines et plaines sont répartis en fonction du terrain. À l'extérieur, vers le nord, se dresse un plateau. C'est un paysage du pays en miniature. Mais l'empereur Kangxi ne se contentait pas d'un tel territoire. Après plus de 300 ans, la résidence est devenue un véritable parc pour le peuple. Les habitants de Changde peuvent obtenir un laissez-passer annuel et se promener dans l'ancien palais royal comme ils veulent. Les chasses d'automne royales de la dynastie des Qing avaient lieu dans le paddock de Mulan. Ce site était divisé en 72 enclos en fonction du terrain et de la répartition des animaux, dont au moins 5 se trouvaient dans le bourg de Dahuanqi. Habituellement, les cerfs sont timides et vigilants, mais ici, ils font exception. Ces grands n'ont pas peur de nos drones. Et les petits semblent juste troublés. Celui-ci est si curieux qu'il se tourne pour nous observer. Alors que leurs ancêtres devaient être très vigilants pour survivre sur les terrains de chasse royaux, ils peuvent aujourd'hui attirer les touristes avec leur apparence mignonne. Leur tempérament est si différent de celui de leurs ancêtres. Découvrons maintenant au bord de la mer Bohai une rivière artificielle qui éclipsait autrefois la mer. Ensuite, visitons un pôle industriel centenaire et à l'extrémité nord de la côte, trouvons un terrain de jeu pour la créativité et le sens de l'humour. Ce tournant exquis est un emblème laissé à Zhangzhou par le grand canal Beijing-Hangzhou. La section de Zhangzhou du canal était complètement à sec il y a plus de 40 ans. La nouvelle de la restauration du paysage du canal artificiel a excité les habitants de Zhangzhou. Zhangzhou est la ville la plus longuement traversée par le Grand Canal. Un important nœud entre le nord et le sud, la gorge du canal, le foyer des acrobaties et des arts martiaux, voici ce qu'est Zhangzhou. Que ce soit l'effervescence du passé ou la gloire actuelle, tout provient du Grand Canal. Au fil du temps, les gens ont négligé le fait que Zhangzhou était à l'origine une ville côtière. Quand le canal s'est effacé, il était temps pour cette ville, avec ses 130 km de côte, d'accéder à la mer. En traversant le golfe de Bohai, rendons-nous à Tangshan. Le grand tremblement de terre en 1976 a détruit presque toute la ville de Tangshan. Cette ville insoumise est cependant passée de la reconstruction au développement rapide à une vitesse étonnante.
Le long d'un parcours de moins de 5 km, nous pouvons traverser un siècle et comprendre Tangshan en profondeur. Le site où se dresse le mur commémoratif des victimes du grand tremblement de terre appartient à l'ancienne usine de locomotives de Tangshan, la plus ancienne usine ferroviaire de Chine. Presque toute l'usine a été détruite lors du grand tremblement de terre, mais une locomotive à combustion interne a été réparée le 14e jour après le séisme. Aujourd'hui, les locomotives fabriquées à Tangshan les plus célèbres s'appellent Hexie et Fuxing. Derrière les ruines de l'usine, un train se dirige lentement vers le nord le long du chemin de fer Tangshan-Suzhezhuang. De temps en temps, les trains traversent cette voie ferrée, la première voie normalisée construite par la Chine. Elle a repris ses activités moins d'un mois après le grand tremblement de terre et tient son rôle jusqu'à ce jour. Ce sont des preuves de la résilience de cette ville. Le départ nord du chemin de fer Tangshan-Suzhezhuang mène à la mine de charbon de Kailuan. La mine de charbon de Kailuan est la première mine de charbon mécanisée de Chine. En 1881, la mine de Kailuan est entrée en pleine production. En 8 ans, la production a été multipliée par près de 70 fois. Cette augmentation spectaculaire de la production de charbon a donné naissance à des chemins de fer, des ports et des villes. La poulie de tête tournant sur le derrick a donné confiance à la ville à d'innombrables reprises, même lorsqu'elle s'est heurtée à des goulets d'étranglement en matière de ressources et à une pression énorme pour se transformer. La résolution se trouve sur un îlot de sable de 4 km². Après avoir remblayé la mer, l'îlot s'est rapidement agrandi des dizaines de fois pour que Tangshan trace la forme de la ville du futur. Plus de 370 quais de toutes sortes sont construits le long de la côte. Les usines sont situées derrière ou à côté des quais. Les matières premières provenant de la mer entrent directement dans les usines et les produits sont directement chargés sur des bateaux et envoyés par le transport maritime. La zone industrielle de Caofeidian suit un modèle dit « un port à l'avant et une usine à l'arrière ». C'est le rêve des grandes entreprises sidérurgiques et pétrochimiques. Les cargos arrivent les uns après les autres et les quais continuent de se multiplier. Le fort ADN industriel de Tangshan se poursuit et se modernise. Avec la mise en service du chemin de fer entre Tangshan et la passe Shanhaiguan, le district de Beidaihe à Qinhuangdao était déjà connu comme un lieu de villégiature en été à la fin du 19e siècle. Cependant, dès l'automne, les plages de Qinhuangdao tombent rapidement dans une atmosphère morose. Pour attirer les touristes en saison creuse, il faut trouver des solutions alternatives. Ainsi fut construite une bibliothèque faisant face à la mer. Et un musée d'art abrité par les dunes de sable. La ville de Qinhuangdao met en avant la poésie, la créativité et le sens de l'humour sur la plage. Malgré le temps froid, il est toujours aussi charmant.
Visitons désormais des treilles, puis dirigeons-nous vers les montagnes. Rappelons-nous d'une histoire excitante, attendons une beauté éphémère et soyons émus par un village banal. En survolant l'ancienne ville de Xuanhua, dans le nord-ouest du Hebei, ces énormes entonnoirs verts attirent notre attention. Rapprochons-nous un peu. Changeons l'angle. Des raisins sont suspendus aux entonnoirs. Il y a 1800 ans, les familles de haute noblesse de Xuanhua ont ainsi transformé des fruits encore exotiques en plantes en pots géants dans leur propre cour, car cette technique leur faisait gagner de la place. C'était un plaisir de manger, se réjouir du paysage, se détendre et prendre le frais sous leurs feuilles. La surface supérieure d'une treille est environ 150 mètres carrés, mais il suffit d'arroser et de fertiliser un jardin de seulement 33 mètres carrés. Ainsi, on économise le temps, les forces humaines et l'eau. En quittant le bassin de Xuanhua, où les monts Yanshan et Taihang se rejoignent, on entre vers le sud dans les monts Taihang. À une altitude de 2882 mètres se trouve le mont Xiaowutai, le plus haut sommet du Hebei et le pic principal des monts Taihang. Les monts Taihang ne sont pas très hauts, mais les Chinois utilisent toujours majestueux pour les décrire. Les monts Taihang ne sont pas très longs, mais les Chinois utilisent sans interruption pour les décrire. Pour les Chinois, les monts Taihang sont uniques. De la mythologie ancienne à la fondation de la République populaire de Chine, en passant par les origines de la civilisation, les monts Taihang sont omniprésents. Le sommet du Hebei est couvert de neige à la fin de l'automne. Au sud du mont Xiaowutai, seulement 360 mètres plus bas, il n'y a pas du tout de neige sur le mont Chashan. Après les éoliennes, le village du mont Chashan nous attire. Regardons sous un autre plan pour mieux comprendre le plus haut village du Hebei. Avec une grande terrasse en pente douce, le pic principal du mont Chashan derrière lui, et des crêtes à l'est et à l'ouest, le village du mont Chashan se repose dans un immense sofa. Quels charmes infinis l'âpre cime recèle. Le troupeau de moutons ne manque pas dans le paysage du mont Chashan. Grâce à leur excellente capacité d'équilibre, ils dédaignent de suivre les chemins ordinaires. En montant sur une pente à un angle de 50 degrés, nous vivons une expérience naturelle dans un endroit épineux. Les visiteurs ne veulent pas suivre les sentiers habituels. Les vaches ne comprennent pas l'obstination des visiteurs et des moutons. Ne serait-il pas plus agréable de profiter du soleil et du paysage depuis la prairie plate et douce,
Le paysage automnal du mont Chashan est si magnifique. Sans les randonneurs et Internet, cette route d'une silhouette élégante serpentant les monts Tairang serait probablement restée discrète. Les montagnards sont tellement ravis du côté pratique de la route qu'ils en oublient sa beauté. Cette route au niveau de bourg de 13 km de long relie 14 villages du bourg de Shodiajai et va à la jonction entre le Shanxi et le Hebei. Avec une route en goudron, les villageois n'ont plus à se soucier de l'achat des marchandises ou du transport vers l'extérieur des produits agricoles et subsidiaires. Nous ne sommes ni à l'approche du Nouvel An, ni en saison morte, mais les villageois de Heiyago font tout leur possible pour réparer et décorer leurs maisons. En tant que village pionnier de la stratégie du tourisme rural pour lutter contre la pauvreté, la capacité d'accueil ne peut naturellement pas contrecarrer le plan. Sous n'importe quel aspect du village, on peut voir un pont enjambant les montagnes. Ce pont de 1121 mètres de long relie le village de Heiyago à une grande artère de transport, inspirant son rêve de transformer les ressources naturelles en richesses. Adossé au mont Tairang, tout en faisant face à la rivière Hutuo, se trouve une montagne ensoleillée et un village tranquille. Mais il y a plus de 70 ans, ici se trouvait le siège du comité central du Parti communiste chinois et de l'Armée populaire de libération de Chine. Situé à une altitude de moins de 200 mètres, Xibaipo est un bassin rare au fond des monts Tairang. Les vasières et les terres fertiles produisent des céréales en abondance, offrant un soutien logistique puissant. Entouré de montagnes sur 3 côtés et au bord d'une rivière, Xibaipo possède une position stratégique imprenable et favorable à la défense. Les atouts géographiques ont contribué à la gloire de Xibaipo. C'est le point de départ de la réforme agraire des régions libérées, le lieu du lancement des commandements des 3 grandes campagnes, ainsi que l'endroit où s'est tenu le 2e plénum du 7e comité central du PCC qui a élaboré le plan grandiose de la République populaire de Chine et déterminer les grands principes de la nation. Beaucoup de gens se sont levés tôt, ont eu froid, ont grimpé dur pour admirer une splendeur éphémère. Le splendide rocher de Jiangshe n'apparaît qu'au lever du soleil. Le plus souvent, le rocher de Jiangshe est rouge foncé, montrant son calme suite à une éruption volcanique datant de 1,8 milliard d'années, et à un baptême de l'océan qui a eu lieu il y a 1,4 milliard d'années. Les falaises rouges sont également connues sous les noms plus résonnants de falaises rouges continues et longs murs rouges. Ce long mur se termine à plus de 20 km. C'est ce qui rend le rocher de Jiangshe unique par rapport aux autres reliefs du Danxia.
Les lignes libres et couleurs fraîches constituent une peinture abstraite du caractère réservé des monts Tairang. Les champs en terrasse pour culture aride devant nous, dont les rochers servent de digues, ont eu besoin de 700 ans pour atteindre leur taille actuelle. Sous les nuages, dans le village de Wangjinzhuang, observons les maisons, les routes en pierre, les ponts et les moulins. Tous sont en pierre. Les villages en pierre comme ça ne sont pas rares dans les monts Tairang. Dans le village de Wangjinzhuang, la récolte d'automne ne signifie pas l'approche de la saison creuse. L'examen et la réparation des digues en pierre sont essentiels. Dans les monts Tairang, il y a beaucoup de pierres, mais le sol est très mince. Le village de Wangjinzhuang ne fait pas exception. Malgré l'épaisseur des pierres et la minceur du sol, les premiers migrants, il y a 700 ans, ont choisi de s'y installer. Ils y ont trouvé une solution. Les pierres pouvaient servir à protéger le précieux sol. Petit à petit, couche par couche, ils ont créé des champs en terrasse vitaux. Les montagnards ont transformé les pierres en digues et le sol en champs. Grâce à leur sagesse permettant de s'adapter à l'environnement et à leur persévérance, tout comme Hugong qui déplaça les montagnes, ils ont su se nourrir dans ces montagnes stériles et isolées. Au pied oriental des monts Tairang et au bord occidental de la plaine du nord de la Chine se trouve un corridor de civilisation abritant de nombreuses capitales anciennes. Handan, la capitale du royaume des Zhao, était située le long de ce corridor. Ici se trouvent les ruines de la cité royale des Zhao. Sur le territoire du Hebei, il y existait deux royaumes, celui des Yan et des Zhao, marquant son passé glorieux. Depuis lors, la coutume de cette région, très différente de celle des plaines centrales, du Gansu, du Shandong et du sud de la Chine, est de plus en plus claire. Généreuse mais fervente, fidèle et romantique, elle scintille toujours dans l'histoire. Notre voyage vers la plaine débute par un embarcadère centenaire. Dans la vaste zone tranquille, attendons un plan millénaire, puis, dans le feu d'artifice étincelant, écoutons un conte de Deville. Ici, seule la rivière Chaobai sépare le Hebei de Beijing. Du côté où il y a le plus de maisons, se trouve le village de Yinjiahe, de l'arrondissement de Tongzhou à Beijing, tandis que de l'autre côté se trouve le village de Wangjianzi du district de Xianghe au Hebei. Le bateau est le transport le plus rapide pour voyager entre les deux villages. Même en voiture, les gens hésitent encore à chercher bien loin ce qui est proche. Après avoir traversé le fleuve, on va vers l'ouest et constate le rythme intense de la vie à Beijing. Les bateaux sur la rivière ne se dépêchent jamais. Il faut 2 à 3 minutes pour traverser la rivière, ce qui n'est pas très différent d'il y a un siècle. La course contre la montre s'étend finalement aux environs de l'embarcadère. Non loin en amont, l'autoroute périphérique de la capitale est mise en service. Nous surnommons en plaisantant l'autoroute périphérique de la capitale le 7e périphérique de Beijing. Contrairement aux 6 autres périphériques, 95% de cette autoroute se trouve dans le Hebei, reliant plus de 10 districts
et ville du Hebei à Beijing et Tianjin, accélérant ainsi la formation du cercle économique de la capitale et faisant des autres villes situées le long de l'autoroute les premiers choix pour accueillir le débordement industriel des technologies, des capitaux et des talents de Beijing. Cela favorise ainsi le développement coordonné de la zone Beijing-Tianjin-Hebei. Le développement coordonné de la zone Beijing-Tianjin-Hebei est une stratégie nationale majeure. La création de la nouvelle zone de Xiong'an vise à la concrétiser et promouvoir en profondeur. La construction de la gare Xiong'an bat son plein. C'est le premier grand projet de transport mis en construction dans la nouvelle zone de Xiong'an. La gare de Xiong'an est non seulement un soutien pour la construction de la nouvelle zone, mais aussi un microcosme de son avenir. La 5G, l'informatique en nuage, l'Internet des objets, les mégadonnées, l'intelligence artificielle, ces réalisations technologiques feront de la gare de Xiong'an un pivot de transport intelligent futuriste et de Xiong'an une ville du futur, représentant la tendance du développement urbain mondial. Il y a encore beaucoup de place pour l'imagination quant à la ville intelligente de Xiong'an. Au cœur de Xiong'an, la ville écologique, se trouve Baiyangdian, un site ancien mais rajeuni. Baiyangdian est un souvenir de l'ancien fleuve jaune dans le Hebei. Dans les temps anciens, le fleuve jaune, venant de l'ouest, traversait un terrain plat et peu profond. Une partie de l'eau et des sédiments du fleuve est restée, créant de nombreux petits lacs isolés. Façonnés par la nature et modifiés par l'homme, ces petits lacs sont devenus un grand lac d'eau douce. Ce lac, qui influence le climat de la zone Beijing-Tianjin-Hebei et l'équilibre écologique du nord de la Chine, est un enjeu de développement de qualité pour la ville du futur. Ces dernières années, l'ancienne ville de Zhongding est devenue le lieu le plus animé de Shijiazhuang à l'approche de la fête du printemps. Des dizaines d'événements populaires prennent place en journée. La nuit, l'ancienne ville brillante domine les réseaux sociaux des habitants de Shijiazhuang. L'événement principal est le feu d'artifice électronique. Chaque spectacle de feu d'artifice électronique dans l'ancienne ville est suivi en direct par des dizaines de milliers de spectateurs. Grâce à l'ancienne ville de Zhongding, Shijiazhuang n'a pas perdu l'air de fête du Nouvel An. L'urbanisme qui intègre la cité antique à la vieille ville façonne une ville au patrimoine culturel millénaire. Voici un voyage plein de surprises. Rencontrons des yaks à Rongsonghua, puis constatons la vitesse extrême et la passion à Laozhangkou. Et enfin, découvrons une histoire de neige à Bashang. Au nord du Hebei, au bout de la plaine, s'élève un barrage. C'est en fait une crête de montagne qui s'étend d'est en ouest. Là-haut se trouve un plateau. La province du Hebei offre une place au plateau de Bashang, et ce dernier a retrouvé toute sa splendeur. Rongsonghua se trouve à l'est du plateau de Bashang.
Cela semble normal de rencontrer un yak sur un plateau, mais ici, ce n'était pas forcément évident. Car les yaks préfèrent les régions glaciales à plus de 3000 mètres d'altitude. Or, l'altitude la plus élevée de Hong Son-hwa n'est que de 2000 mètres. Les yaks sont de nouveaux venus que les autorités locales à Hong Son-hwa ont pris l'initiative d'introduire. Ils sont venus du Qinghai en 1979 et 40 ans plus tard, leur nombre est passé de 260 à plus de 4000. Ces robustes animaux courent vigoureusement pour récompenser la chaleur du plateau de Bachang. Alors que les yaks de Hong Son-hwa sont élevés en toute liberté, la forêt de 750 km² de Sae-han-ba, quant à elle, a été plantée méticuleusement. Sae-han est un mot mongol signifiant splendide. Sae-han-ba signifie haute montagne splendide. Le défrichement et la déforestation qui ont commencé à la fin de la dynastie des Qing ont transformé cette montagne en un désert. En 1962, une équipe de travailleurs venant de tout le pays, dont l'âge moyen était inférieur à 24 ans, a commencé l'afforestation à Sae-han-ba. 140 de ses 369 membres étaient des diplômés d'écoles techniques secondaires ou supérieures qui étaient extrêmement rares à l'époque. Aujourd'hui, le pilier de la forestation de Sae-han-ba est constitué d'un autre groupe de jeunes d'une vingtaine d'années dont beaucoup sont nés et ont grandi à Sae-han-ba. C'est la 3e génération de travailleurs d'afforestation. Les 3 générations de travailleurs d'afforestation ont bâti une légende, passant d'un seul arbre à la plus grande forêt plantée au monde, créant ainsi un modèle écologique chinois émerveillant le monde entier. Sur le plateau de Bachang, nous pouvons apprécier le paysage naturel des troupeaux sur la prairie, mais aussi une autre scène du développement de l'agriculture. Cette longue rampe d'arrosage écrit de beaux poèmes sur la terre. En fait, cet endroit reculé est depuis longtemps la scène des machines. Du semis à la récolte et à l'emballage, en passant par l'arrosage et la fertilisation, les différentes machines remplissent leur rôle dans les champs. Elles permettent d'avoir un rendement en pommes de terre record situé entre 500 kg à 3500 kg par acre. Le plateau de Bachang est élevé au sud et bas au nord. La partie nord est plate et ouverte, mais dans le sud, la vallée est sillonnée de collines. Il y a une roche géante, dont la forme ressemble à celle de la plante du pied, d'où son nom de Laozhangguo, la vallée de la plante du pied. Laozhangguo est bien connu parmi les amateurs de motocross dans la zone Beijing-Tianjin-Hebei. Il y a des pentes naturelles de différents niveaux de difficulté, répondant aux besoins de tous, des débutants aux experts. Même de loin, nous pouvons voir certains petits motards. C'est la 2e génération qui vient pratiquer. Les grands préfèrent malgré tout les pentes longues et raides. Avec une pente de près d'un angle de 40 degrés, la route est couverte de gravier et de trous. C'est la pente réservée aux plus courageux. Face à une telle pente, seuls les plus courageux osent s'aventurer.
Voici un courageux qui se rapproche du sommet. Pris au dépourvu, ce motard nerveux réussit un peu comme il le peut. En regardant derrière eux, les motards qui ont franchi leurs limites éprouvent la fierté de regarder au loin jusqu'à l'horizon, même si l'altitude n'est que de 1700 mètres environ. Grâce au terrain et au climat particulier, les amateurs de sports d'hiver se ruent à Chongli. En 1996, la première station de ski de Chongli a été créée. Comme ce sport n'était pas encore vulgarisé en Chine à l'époque, Chongli est vite devenu un site populaire. En 2015, Beijing et Zhangjiakou ont obtenu le droit d'accueillir les 24e Jeux olympiques d'hiver. Chongli a alors suscité l'intérêt des médias. Les 24e Jeux olympiques d'hiver se tiendront à Beijing, Yanqing et Zhangjiakou. Chongli, un district de Zhangjiakou, accueillera des compétitions de 51 épreuves pour 6 disciplines de 2 sports. Depuis le succès de la candidature aux JO d'hiver, les revenus de Chongli ont rapidement augmenté. Plus de 30 000 des 126 000 habitants travaillent directement ou indirectement dans l'industrie du sport d'hiver. À la fin de l'année 2019, les 6 pistes professionnelles des JO d'hiver, dont celle du saut acrobatique et de la rampe en U, ont été les premières à achever leur rénovation. Par la suite, 9 équipes nationales sont arrivées à Chongli pour effectuer leur préparation aux JO d'hiver. Au cours de l'hiver 2022, à Chongli, des sportifs donneront le meilleur d'eux-mêmes pour les 51 médailles d'or. En cet hiver-là, Chongli fera l'objet de toutes les attentions. Grâce à Chongli, le monde découvrira une Chine plus ouverte et multidimensionnelle.